Roger, Discovery. Discovery Houston. We're still working on the Go. If you got a camera right there, could you get us a photograph of the middle spa on the V2 lower blanket? That's the middle spa on the plus V2 lower blanket. Understand we have a Go release? Yeah. Not yet. You're close. Okay. Thank you. Nous croyons que tout demeure, que rien ne change. Pourquoi ? Parce que notre vie est brève, notre mémoire faible, notre science récente et notre histoire courte. Nous croyons que tout demeure parce que nous confondons le temps des choses avec les traces humaines, avec l'histoire, avec nos langues. Au contraire, rien ne subsiste très longtemps. Tout change, tout naît, tout devient, tout se transforme ou évolue. La flore, par exemple, les nymphéas, les nénuphars, ces plantes angiospermes, apparues au cours de l'ère secondaire voici 140 millions d'années. La faune, ces dinosaures si célèbres, apparus à un moment, puis disparus. Les hommes aussi, cet animal que la science appelle Homo sapiens. L'histoire aussi bien qui naît avec le langage et les civilisations dont nous savons qu'elles sont mortelles. Tout change, tout naît, tout devient. L'air et la mer, secoués par des tempêtes, la terre qui tremble, le feu qui s'éteint. Oui, rien ne subsiste longuement, tout change et tout devient. Mais comment cela change-t-il ? Mais comment cela change-t-il au cours de quel temps ? Un temps court ? Un temps long ? Qu'est-ce qu'un jardin des plantes ? C'est la projection du monde entier dans un tout petit espace. C'est une collection, c'est-à-dire un résumé, c'est-à-dire une banque, comme on dit maintenant, une banque de données. C'est le compte en banque de la nature. Il y a là toutes les plantes, et il faut bien le dire, des générations de naturalistes ont voyagé à travers le monde entier pour ramener là le plus de plantes possible et même à la limite toutes les plantes du monde. Mais une fois que les plantes sont réunies, il faut faire deux opérations nouvelles. D'abord, nommer, ensuite, classer. Pourquoi donne-t-on des noms savants à chacune des plantes ? Eh bien, tout simplement pour que les savants s'entendent entre eux. Le jardin est une banque, mais c'est aussi un dictionnaire. C'est-à-dire, c'est le lieu de la langue des savants naturalistes. Le jardin met à côté
des plantes du même genre, plus loin de la même espèce, plus loin de la même classe, plus loin du même embranchement, et ainsi de suite. Et par conséquent, le jardin est un espace, mais un espace abstrait. Il est concret parce qu'il est agricole, mais il est abstrait parce qu'il reproduit le classement. C'est à la fois un lieu parfaitement réel, mais un lieu presque idéal où la classification, c'est-à-dire l'arbre généalogique des espèces, se reproduit. Curieux jardin, qui est une mémoire, puisque c'est la mémoire de l'ensemble des vivants du monde, qui est un dictionnaire et qui maintenant reproduit une carte, c'est-à-dire la carte réelle de l'engendrement des vivants. Telle plante qui au jardin des plantes est à côté d'une autre, sur la terre réelle, cette plante est l'une au Chili, l'autre en Sibérie. On va mettre à côté l'une de l'autre des plantes d'une même espèce qui vivent réellement dans des climats différents. Il y en a qui vont mourir, disparaître complètement, d'autres qui ne vont pas s'adapter et qui vont dépérir, d'autres qui, au contraire, se comporteront parfaitement et continueront d'exister comme telles. Mais si elles s'adaptent, vont-elles se transformer ? Voilà toute la question. Si la plante s'adapte, comment se transforme-t-elle ? Par quel mécanisme se transformera-t-elle ? Voilà toute la question qui va nous amener de la classification du jardin à l'évolution. Et tout d'un coup, on voit que les grands arbres de classification projetés dans les paysages du jardin vont paraître aux naturalistes comme une coupe d'un autre grand arbre, inventé beaucoup plus tard, celui de l'évolution. Alors, il s'agit du temps. Le 27 décembre 1831, un brick à 3 mâts de la Marine royale quitte Davenport sous le commandement du capitaine Robert Fitzroy. À son bord, 76 hommes d'équipage et un jeune homme de 22 ans, récemment diplômé de Cambridge, naturaliste par vocation, Charles Darwin. La mission du Beagle est d'explorer et de faire le relevé topographique des côtes de Patagonie, du Chili, du Pérou et de quelques îles du Pacifique. Le voyage durera 5 ans. Les îles du Cap-Vert, le Brésil, 2 ans en Patagonie et Terre de Feu, les côtes du Chili, celles du Pérou, les îles Galapagos, puis Tahiti, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'île Maurice, le Cap, Sainte-Hélène, de nouveau les îles du Cap-Vert, le Brésil et enfin l'Angleterre. Pouvons-nous réellement le concevoir ? Pouvons-nous réellement l'imaginer ? Et ceux qui pensaient seulement que le monde avait 6 ou 7 000 ans ne faisaient que projeter sur les choses ce que nous savions de l'histoire des hommes, c'est-à-dire l'histoire du langage. Ils croyaient que le monde était une langue. Ils croyaient que le monde était simplement ce qu'on disait de lui. Ils n'avaient pas pris en compte le temps réel du monde. Et sur le temps réel du monde, de nouveau, les difficultés commencent. Parce que les astronomes commencent à avoir l'idée au moins vague du temps nécessaire au refroidissement des planètes, par exemple. Mais ce temps n'était pas tout à fait le même que celui dont avaient besoin, par exemple, les géologues. Et lorsqu'on compare le temps de l'astronomie, le temps de la Terre, le temps des vivants et le temps de l'histoire, les savants commencent à voir qu'il n'y a pas de relation entre ces temps tellement qu'ils sont divers et différents. Et par conséquent, il faut faire un double effort. D'abord, imaginer ce que veut dire la dilatation de ce temps, alors qu'on avait encore comme idée que l'Antiquité de l'histoire. Et deuxièmement, que chacune des sciences dilate son temps et le dilate différemment des autres. Et il était très difficile de mettre ensemble ces temps différents. D'autant plus que derrière, et ceci est décisif, veillait la théorie de Newton.
La théorie de Newton était une théorie mécaniste. Elle ne s'occupait que de force et de mouvement. Et par conséquent, le monde, au départ, devait déjà obéir aux lois de Newton. Si on était newtonien, on devait être fixiste. C'est-à-dire, on ne voit pas pourquoi l'horloge qui marche parfaitement au départ changerait de forme, changerait de force et changerait de mouvement, puisqu'elle fonctionne aujourd'hui comme elle a fonctionné hier, avant-hier et ainsi de suite. Mais on oublie souvent de dire à quel point il y a eu une bataille profonde entre le modèle mécanique newtonien qui amenait les esprits à un certain fixisme et le nouveau modèle darwinien qui nous faisait considérer les choses en devenir. Au loin des terres, les côtes de Bahia. Nous sommes dans la forêt sud-américaine. La beauté des fleurs rendrait fou n'importe quel fleuriste, note Darwin. Sur une plage de Bahia Bianca près de Buenos Aires, Darwin déterre un os d'espèces géantes éteintes, en particulier un paresseux, un tatou et un lama. La plupart ont des équivalents actuels comme le guanaco. Au Jardin des Plantes à Paris, il y a un muséum d'histoire naturelle. Lieu de toutes les enfances, lieu de tous les puzzles, où le déplacement d'une seule pièce peut faire remonter les origines humaines à 100 000 ans, à 1 million d'années, à 1 milliard d'années, selon qu'elle appartienne à tel ou tel fossile, à tel ou tel squelette, selon que l'on soit simple passant ou fondateur de la paléontologie, comme Georges Cuvier qui disait « Donnez-moi un seul os, voire un seul fragment d'os, et je reconstituerai l'animal tout entier. » Georges Cuvier passe son temps à recoller les pièces détachées des grands fossiles, dont certains sont trouvés tout près, sous la butte Montmartre,
et d'autres qui lui sont adressées de partout dans le monde. Ce patient travail de reconstruction, il y a là sous nos yeux des centaines de squelettes composés de quelques 13 000 pièces séparées. Ce travail ne peut se faire sans une théorie fondée sur l'harmonie du vivant, ou autre façon de dire les choses, comment une grosse tête correspond nécessairement à un gros cou, et permet ainsi de reconstituer le puzzle. Comment considérait-il que les espèces ne changeaient pas, c'est-à-dire qu'il était fixiste? Bien pour une raison très simple, c'est que Cuvier était un brillant paléontologue, c'est-à-dire qu'il connaissait admirablement les fossiles, et les fossiles de temps disparus, et il considérait que les fossiles représentaient des espèces qui avaient totalement disparu du globe. Et donc il accompagnait sa doctrine fixiste d'une doctrine qu'on appelle la théorie des catastrophes. Et bien entendu, la catastrophe la mieux connue, c'était celle qui était relatée dans la Bible et qui s'appelle le déluge, avec l'éradication complète de tous les vivants en raison du flot montant des eaux et la conservation seulement d'un petit reste par la fameuse arche du patriarche Noé. Mais il était catastrophique, c'est-à-dire il considérait que l'histoire du monde avait été scandée par d'immenses catastrophes qui avaient éradiqué la totalité des vivants et qui faisaient qu'après la catastrophe, une nouvelle création devait intervenir pour rééquiper le monde en vivant. Et donc, il était fixiste, mais de période en période séparées par des coupures. La grande inondation dura 40 jours. Le niveau monta toujours plus, jusqu'à ce que les plus hautes montagnes qui existent soient entièrement recouvertes. L'eau monta finalement jusqu'à plus de 7 mètres au-dessus des sommets. Tout ce qui vivait et se mouvait sur la terre périt. Les oiseaux, le bétail, les animaux sauvages, les bestioles qui grouillent sur la terre, et aussi les hommes. Genèse 7, 4. Près de la baie de Nassau, une autruche capturée en remontant la Santa Cruz est mise en caisse pour être envoyée en Angleterre. Elle sera nommée par la suite Nandou de Darwin. Près du détroit de Magellan, Darwin prévoit l'extinction du renard.
Il étudie les doris et note que leur fécondité ne suffit pas à assurer leur survie. 16 mars 1834. J'ai été tout surpris en comptant les œufs d'une grande doris blanche. Cette limace de mer avait 3,5 pouces de longueur. Il y avait 600 000 œufs. Cependant, cette doris n'est certainement pas commune, car bien que je fusse constamment occupé à chercher sous les pierres, je n'en ai vu que 7. Mais aucune erreur n'est plus répandue chez les naturalistes que celle-ci, à savoir que le nombre des individus d'une espèce dépend de la puissance de propagation de cette espèce. « 10 juin 1834. Dans la matinée, nous entrons enfin dans l'océan Pacifique. Nous passons entre les furies occidentales et orientales. Un peu plus loin au nord se trouve la Voie lactée, passage ainsi nommé parce qu'il y a un si grand nombre d'écueils que la mer est toujours blanche d'écume. Un coup d'œil jeté sur une telle côte suffirait à quiconque n'est pas habitué à la mer pour qu'il rêvât pendant 8 jours de naufrages, de dangers et de morts. C'est en jetant un dernier regard sur cette terrible scène que nous prenons congé pour toujours de la terre de feu. En mer, mars 1835. Nous naviguons sur une mer plus calme depuis Valparaiso, ce qui me rend le voyage plus agréable parce que je suis sujet au mal de mer. Hier vers minuit, la vigie m'a appelé sur le pont pour me montrer à l'horizon une sorte de grande étoile. Elle a grossi peut-être de 2 fois encore quand vers 3 heures du matin j'ai pu observer un spectacle magnifique, l'éruption d'un volcan, l'Orsono, à 120 km du bateau. À l'aide du télescope, nous voyons au milieu de splendides flammes rouges des objets noirs projetés incessamment en l'air, puis retomber. La lueur est suffisante pour illuminer la mer. Dans la matinée, le volcan reprend sa tranquillité. Darwin a abordé Valdivia. Concepción au nord est détruite en quelques secondes. Il voit les ruines. Le sol s'est élevé de 1 à 3 mètres. Il note, dans son carnet de voyage, le soulèvement de cette région offre un intérêt tout particulier, et parce qu'elle a été le théâtre d'un fort grand nombre d'autres violents tremblements de terre, et à cause de la grande quantité de coquillages marins répandus sur le sol, à une hauteur de 600 pieds certainement, et je crois même de 1000 pieds. Dans les Andes au-dessus de Valparaiso, il trouve des coquillages fossiles à 4000 mètres. Tous ces éléments indiquent un lent soulèvement de la croûte terrestre.
sont des fossiles, poissons aux formes rares, poulpes, coquilles. Quelquefois, il y a 2 fossiles d'une même espèce légèrement différents. Chacun est daté. 70 millions d'années pour l'un, 10 millions d'années pour l'autre. Il y a aussi des coquilles tertiaires des environs de Paris. On sait qu'il y a une histoire de la Terre, la géologie est naissante, et le vivant. Le vivant n'est pas fixe comme le croyait Cuvier, c'est ce qui explique sa diversité. La vie s'est déroulée sans interruption des origines à nos jours. Les espèces dérivent les unes des autres au cours des temps géologiques. Et surtout, les changements qui interviennent sont très très lents, des millions d'années. Il y a là la grande idée de l'évolution. L'homme qui découvre ainsi le temps de la vie, s'appelle Jean-Baptiste de Monnet, chevalier de Lamarck. Il vient d'entrer au Muséum d'histoire naturelle en tant que professeur, il est médecin, il est botaniste. Nous sommes en 1793. Il fait intervenir pour la première fois l'immensité de la dilatation du temps. Il demande un énorme temps, un temps d'une longueur énorme, pour que les organismes se transforment. Et le mot long est répété, et cette longueur se passe dans un mot qui est très important pour lui et qu'il répète presque à chaque page de sa philosophie zoologique, c'est le mot circonstance. Lamarck pense qu'il y a une loi de la nature qui se développe pour transformer les espèces du plus simple au plus complexe. Et cette loi traverse les règnes de la faune et de la flore. Mais cette loi est sans cesse bouleversée par le fait que chaque herbe, chaque plante, chaque animal, chaque être vivant est plongé dans des circonstances de lieu, des circonstances de temps, des circonstances de climat, des occasions, des orages, des catastrophes. Ce qu'on appellerait maintenant le milieu, ce qu'on appellerait maintenant l'environnement. C'est-à-dire le milieu des éléments qui entourent l'être vivant. Et c'est le changement, dit-il, de ces circonstances qui détermine le changement des besoins. Le changement des besoins détermine sur une longue durée un changement d'action. Ce changement d'action détermine des habitudes et ainsi le changement des organes. Et il dit de grands changements dans les besoins provoquent de grands changements dans les actions. Une longue répétition de ces mêmes actions donne lieu à des habitudes. Et une longue pratique de ces habitudes donne alors quelques transformations dans les organes. Lorsque Lamarck donne son exemple si ridiculisé aujourd'hui de la girafe qui a un cou très long, parce qu'à force de génération, au bout d'un certain temps, le cou s'allonge parce qu'elle doit atteindre une certaine hauteur pour brouter les feuilles de certains arbres très élevés, se double immédiatement d'un exemple que donnait Charles Darwin, de l'ours polaire qui, à force de nager la gueule ouverte dans les eaux froides, se transformait peu à peu en baleine. Exemple que, sous la risée de ses amis, il a enlevé de son texte. Et par conséquent, l'idée de ce que nous appellerons maintenant, que nous appellerons plus tard l'hérédité des caractères acquis, se trouve plus ou moins partagée par les savants du temps parce qu'ils n'ont pas d'idée claire ni de la génétique, ni de l'hérédité. Il n'y a pas de science de l'hérédité, il n'y a pas de génétique. Mais ce qui distingue les œuvres de Lamarck et de Darwin, c'est que, outre l'affirmation de l'évolution, il y a un système rationnel d'explication du mécanisme de l'évolution. Certes, les animaux se transforment, la question est posée, comment se transforment-ils ?
Septembre 1835, île James, archipel des Galapagos. Je n'aurais jamais pu m'imaginer que des îles situées à environ 50 ou 60 miles de distance, presque toutes en vue les unes des autres, formées exactement des mêmes rochers, situées sous un climat absolument semblable, s'élevant presque toutes à la même hauteur, et eut des animaux différents. Darwin compare des spécimens d'oiseaux moqueurs et de pinsons. Il est frappé par la variation étonnante des plantes et des animaux d'une île à l'autre. Il recense 71 espèces végétales, 38 sont spécifiques de l'archipel et 30 de la seule île James. De même que pendant leur croissance, les bourgeons en produisent de nouveaux, qui à leur tour, lorsqu'ils sont vigoureux, poussent en tous sens des rameaux qui dépassent et étouffent les rameaux les plus faibles, je crois que la génération en a agi de même pour le grand arbre de la vie, dont les branches mortes et brisées sont enfouies dans les couches de l'écorce terrestre, pendant que ces magnifiques ramifications vivantes et sans cesse renouvelées en couvrent la surface. Les fossiles trouvés en Amérique du Sud ne sont pas très différents de ceux des îles. Les espèces vivantes, elles, sont bien différentes. Pourquoi ? En regardant des fossiles de temps de plus en plus reculés, il apparaît que chaque animal avait un ancêtre auquel il ressemblait un peu. Les tortues et les iguanes des Galapagos sont différents de ceux d'Amérique du Sud. Ils ont appris pendant des milliers d'années à s'adapter à leur environnement. Pour ce faire, ils sont évolués. C'est l'explication qu'avance Darwin, ils se sont transformés. Mais l'essentiel est de décrire le mécanisme de l'évolution ou de la transformation. Et ce mécanisme, Darwin l'invente réellement sous le nom de sélection naturelle ou de persistance du plus apte. Et il dit dans l'origine des espèces, j'appelle sélection naturelle ou persistance du plus apte la disparition des variations qui ne sont pas favorables et le maintien des variations qui le sont. Et cette idée de sélection naturelle est tellement simple et tellement lumineuse qu'elle peut être donnée sous la forme d'une tautologie. Les plus aptes persistent parce que ceux qui persistent sont les plus aptes. Eh bien, le milieu se charge de faire le tri. Et c'est ça la sélection naturelle. C'est-à-dire que disparaissent les variations qui ne sont pas adaptées. Donc, la sélection naturelle est un mécanisme a posteriori. C'est après le changement de la forme qu'a lieu la sélection naturelle. Des voyages comme celui des Galapagos, beaucoup de naturalistes en ont fait. Et ils ont des observations qui ressemblent beaucoup aux observations de Darwin. Ce qui distingue Darwin de tous les autres n'est pas qu'il ait fait un voyage, parce que tous ou presque en ont fait. Ce n'est pas qu'il ait observé de près tel ou tel cas. C'est que, à partir des faits des pinsons des Galapagos ou tel organisme vivant et variation, il est tout d'un coup eu l'idée d'un système explicatif rationnel qui est celui de mutation-sélection, c'est-à-dire transformation et sélection naturelle. Cela fait de Darwin, Darwin. Mais toute la question maintenant est de savoir comment la transformation se fait. Et sur ce point, il n'y a que deux réponses. L'une qui est lamarckienne, c'est-à-dire c'est le milieu qui se charge de la transformation. Et à cet égard, Darwin est aussi lamarckien que Lamarck. Mais il y a une seconde possibilité qui
paraît avoir été confirmé par la science contemporaine, c'est le hasard. C'est-à-dire les variations, les transformations se font par hasard. Et ce n'est que par la suite, lorsque on a une idée extrêmement précise de ce qu'est le matériel génétique, qu'on voit ce que c'est qu'une mutation. Le terme mutation n'est bien entendu pas utilisé par Darwin. Ce n'est que par la suite que le terme mutation sera compris et dominé par la science qui suivra. Au large des îles Coco, octobre 1836. Darwin comprend que le lent mouvement d'affaissement de l'écorce terrestre, sous le poids des dépôts sédimentaires, rencontre le lent soulèvement marin dû à la croissance des coraux. La rencontre lente de ces deux mouvements crée les atolls. Il note dans son carnet de voyage: à mesure que le récif ceinture s'enfonce, les coraux se développent vigoureusement, remontant toujours vers la surface. Mais à mesure aussi que l'île s'affaisse, l'eau recouvre le sol. Les montagnes isolées forment d'abord des îles séparées à l'intérieur d'un grand récif, puis enfin le point le plus élevé de l'île disparaît. Dès l'instant de cette disparition, nous avons un atoll parfait. Qu'on enlève l'île du milieu d'un récif barrière, et il restera un atoll. Nous pouvons donc, comme un géologue qui aurait vécu 10 000 ans, en ayant soin de tenir note des changements qui se seraient effectués pendant sa vie, apprendre à connaître le grand système en vertu duquel la surface du globe s'est si profondément modifiée, et la terre et les eaux Vivant, ou de l'évolution chez Darwin, est contemporaine de la même théorie en géologie, c'est-à-dire en sciences de la Terre. On a besoin tout d'un coup pour la Terre et son évolution d'un temps aussi long qu'ont besoin les naturalistes pour expliquer l'évolution des vivants. Et un peu plus tard, on aura besoin de la même dilatation du temps pour expliquer les transformations hominiennes. Non pas seulement de l'histoire, mais de l'Homo sapiens, de l'Homo erectus en général. Et donc, les trois sciences vont à peu près du même pas. La science de la Terre, la science des vivants et les sciences de l'homme. On a besoin, pour les comprendre, d'une dilatation formidable du temps. Tout le XIXe siècle aura comme centre la préoccupation de la longueur du temps, de la dilatation du temps et de la nature du temps et de l'effet du temps sur les lois générales de chaque science déterminée. Et c'est un temps réellement qui est celui du vieillissement, celui de la naissance, celui de l'invention, celui de la découverte, celui du jaillissement perpétuel d'une constante nouveauté. Quand le Beagle remonte l'océan Atlantique vers l'Angleterre, à la fin du voyage qui aura duré 5 ans, Darwin sait que ce que nous voyons n'a pas toujours été ainsi. Il sait que les espèces évoluent. Il sait que la vie comme la Terre a une histoire. Il sait comment raconter l'origine des espèces, l'origine de l'homme. Il a 27 ans. À la fin de sa vie,
Darwin écrit quelques textes où il pense que dans la survivance du plus apte, le plus apte est celui qui, dans l'espèce humaine, invente à un moment l'altruisme. Et que contrairement à ce qu'on pense, le plus fort, celui qui gagne, le gagneur, comme on dit, le battant, est peut-être dans l'humanité celui qui nous amène à la régression. Curieusement, la force brute et la force physique n'est pas complètement primée dans nos sociétés. Curieusement, les vieillards parfois arrivent à des idées de génie. Curieusement, Homère était aveugle, Beethoven était sourd et paralytique était Toulouse-Lautrec. Qu'aurions-nous fait si le darwinisme social doublé de l'eugénisme avait éliminé justement Toulouse-Lautrec lorsqu'il était enfant ou Homère parce qu'il était aveugle? Et par conséquent, le progrès de nos cultures, le progrès des civilisations paraît passer par la protection des faibles, la vénération des pauvres et peut-être avance quelquefois à partir des plus misérables. Et par conséquent, le darwinisme social, en ce qu'on interprète le darwinisme comme la lutte du plus fort et la survivance du plus puissant, est une doctrine plus que fausse, criminelle. La vraie doctrine, c'est la doctrine de la faiblesse. Le progrès humain passe par la protection des faibles. Le progrès humain passe par la misère et non pas la richesse, par la faiblesse et non pas la force, par la fragilité et non pas la puissance.